Imaginez le cas où, sous guise moralisateur, prétention de conscience élevée et respect de vivant déplacé, que les véganes acharnés d'aujourd'hui se trouvent en pouvoir demain, en équipe peut-être avec les antifas et compagnie. Si ces idées d'intolérance sont imposées sans changer notre pattern de responsabilité via une éducation populaire comme la permaculture, c'est Monsanto et des fabricants de tofu microndables vendus en emballage jetable qui vont se frotter les mains et c'est tout. Cet capitalisme et cet fascisme est juste un serpent capable de s'adapter à tous les vocabulaires et à toutes les situations. Ne jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Ne jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci. Il est primordial de bien analyser des dogmes des mouvements soi-disant progressivistes, surtout des intolérants, pour éviter un avenir orwellien qui nous sera proposé dans un avenir proche, juste pour nous sauver de nous-mêmes. Le spectre politique qu'on considère d'être de gauche et de droite est en fait une forme en fer à cheval et non pas une ligne horizontale. Plus on va vers les deux extrêmes, plus ça se ressemble et plus c'est orwellien. Et de même avec cette écologie de merde selon Nicolas Hulot et merde au compte de Linky et tout ce qui est développement durable selon l'agenda 21 des Nations Unies. Voyons bien que toutes nos bonnes idées et vocabulaires d'origine ont déjà pris des trajectoires vers une continuité de ce régime de fascistes déguisés. Et il faut être prêt à lâcher sa dogme à tout moment pour changer de vocabulaire et inventer une nouvelle idée pour résoudre les nouveaux problèmes. Voyons aussi que ces enfoirés en cravate d'aujourd'hui osent porter le nom du libéralisme pour détourner le mot et faire de notre liberté quelque chose de reprochable par les dogmatistes à l'extrême gauche. Alors ça, c'est du doublespeak. Donc, revenons maintenant aux vaches et on va soutenir nos arguments et faire au lieu de perdre son temps de se défendre inutilement contre les gens qui sont bornés. Une vache mange de l'herbe. Et l'herbe, c'est une couverture végétale d'hiver et pérenne qui exige peu ou pas d'entretien de notre part. Mais ces milliers de kilomètres carrés de croissance autonome et même régénératrice sont malheureusement très peu riches en ressources directes pour nous les humains. Voyons tout de suite que voilà, nous ne sommes pas des herbivores. Herbe et herbivore sont deux choses qui ont évolué ensemble depuis un bon moment et on peut même dire que leur interaction dans la nature est très symbiotique. Les racines d'une couverture végétale pérenne descendent loin, très loin dans le sol, beaucoup plus loin que les racines de soja et des céréales, et un pied de raille grasse, par exemple, peut avoir plus de 100 km de réseau racinaire par pied. Quand la vache mange cette herbe, elle tire dessus, et donc elle tire aussi sur toute cette réseau racinaire. Voilà les types de connexions, même physiques, auxquelles il faut penser avant de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est ainsi que la vache va injecter des milliers de micro-poches d'air dans le sol quand elle mange. Ensemble, herbe et herbivore fournissent une action de nanodécompactage, une micro-aération du sol, et donc une augmentation des microbes aérobiques, et donc un relève de la santé de la sol et son pH. À la surface, la vache fauche l'herbe, l'incitant à repousser de nouveau, et elle amène aussi de l'eau qu'elle a bu dans les ruisseaux et des étangs, qu'elle va distribuer sous forme d'urine pour arroser la haut de la colline, et elle transforme aussi rapidement toute cette biomasse herbacée en fumier qui est plus vite assimilé par le sol, là où ça tombe, sans détruire la couverture végétale. Dans une prairie non pâturée, l'herbe pousse une seule fois et après elle se couche. Et elle finit par s'oxydiser dans l'air au lieu de pourrir par terre, créant donc les trous dans la couverture végétale, tout comme nous faisons avec une mulch sur notre pelouse. À partir de ces trous vont commencer soit des forêts, soit des déserts. Et ça dépend juste de la pluviométrie et surtout la régularité de la pluie. Laisser les prairies à l'abandon dans un climat instable est un risque qu'on n'a pas le droit de courir. Dans la nature, la pattern temporelle des bovins est de bouger en permanence en très grands troupeaux. Une fois que l'herbe est mangée dans un endroit,
Il y a du pipi et des bus de vaches un peu partout, mais surtout, il n'y a plus rien à manger. Donc, les vaches s'en vont, faisant gaffe à marcher de façon à compacter le sol le moins possible. Il suffit de regarder de près, comme marche une vraie vache, pour observer ce phénomène de grâce et de soin attentionné tout à fait étonnant. Les pieds de devant et de derrière se rejoignent toujours presque sur le même 10 cm² à chaque pas pour réduire l'effet du tassement des sols. On pourrait dire qu'elle cultive la fertilité du sol et donc aussi le repousse de l'herbe qu'elle mange. On pourrait même suggérer que c'est dans la culture des vaches d'assurer les ressources pour demain par des bonnes pratiques en symbiose avec leurs ressources. Sans les herbivores, les prairies deviennent soit du forêt, soit du désert. Donc, dans un paysage où l'herbe est quand même la chose qui pousse sans aide, sans semoir, sans labour, sans tracteur et sans produit, mieux vaut avoir une pattern où l'herbe et les herbivores peuvent exister dans un semblant de leur propre pattern et rythme naturel et à nous de trouver notre symbiose parmi tout ça par la suite. Cette action symbiotique nous est largement offerte par la nature et on peut l'utiliser stratégiquement pour aérer le sol, engraisser le sol sans avoir les intrants, rendre le même sol plus perméable, donc remplir les nappes phréatiques de nouveau avec de l'eau propre et pure pour tout le monde, empêchant ainsi l'érosion, éliminant les inondations par design et comparé aux pâtures tractocentriques, nous allons piéger 4 fois plus de CO2 par an dans la biosphère sans dégager des grammes de fossiles. Ainsi, on peut dire largement au revoir aux machines, au revoir aux antibiotiques et au revoir surtout à la cruauté folle associée à l'élevage industriel. Donc voilà une nouvelle perspective sur les vaches pour les cowplotistes. Si nous maintenons nos vaches dans nos écosystèmes et même nous pouvons les placer dans ce type de pattern comme moteur écologique principal, ceci ne veut pas dire non plus que nous sommes obligés de les manger. À titre personnel, je cherche d'abord leurs compétences en agrégation multifonction pour faciliter des choses difficiles comme produire des céréales et des monocultures comme le lin et le chanvre. Ceci dit, lait, viande, fumier et cuir sont 4 produits surplus auxquels nous avons droit d'accès aussi. Il faudra juste se contenter de prendre les excédents au lieu de chercher des rendements. Quand on devient obsédé par le rendement, on commence à faire des choses extrêmement stupides. Alors, pour nous aider avec nos terres, nos vaches ont besoin de bouger. Alors, évidemment, comme maintenant nous sommes devenus plus que super sédentaires, autant dans nos têtes que sur le terrain, n'est-ce pas? Merci. Et qu'un retour à le nomadisme n'est pas vraiment sur les cartes pour demain, il va falloir donc créer des structures qui vont permettre avec facilité le nomadisme contrôlé des vaches au sein de chaque ferme. Donc, ça voudrait dire déjà regrouper les terrains autour des fermes avec un petit peu de logique qui n'est pas le cas, qui me mène à ma première règle de dictateur qui est 2 tracteurs ne devraient jamais se croiser sur la même route. 2 tracteurs ne devraient jamais se croiser sur la même route. Merci. Eh oui, si moi j'étais dictateur, ceci est encore une des règles de base qui me saute aux yeux tout de suite en observant des pratiques de nos agriculteurs modernes. Là où j'habite, le croisement des tracteurs sur la route est quand même au quotidien parce qu'au lieu de se ranger un peu pour troquer les terrains entre eux pour pouvoir travailler tranquillement chacun autour de chez soi, certains des tracteurs passent plus de temps sur les routes que dans les champs. Personnellement, j'adore le moment où 2 remorques bourrées de foin se croisent sur les routes en juillet. Ils se mettent chacun un peu sur le bas-côté et ils se croisent et ils s'arrêtent pour se dire quelques mots d'amour. Alors, tu rentres ton foin? Oui, oui, il va pleuvoir. Et toi, tu rentres le tien? Oui, oui, il va pleuvoir, j'ai vu à la télé. Adi! Alors, ni l'un ni l'autre se rend compte de leur connerie, évidemment, c'est presque mignon. Une fois que les cadastres ne sont plus les désastres, le rythme du nomadisme pour les vaches de chaque ferme doit être visé autour de 3 jours par champ. Les tests ont montré que nous allons devoir changer la pâture des vaches autour de tous les 3 jours pour récupérer toutes les actions symbiotiques que j'ai déjà décrites. Du coup, il faut que nous arrivions à calculer le nombre de mètres carrés par jour par vache
selon le terrain. Et ce chiffre va être variable d'un terrain à l'autre, d'une saison à l'autre, d'une région à l'autre et aussi d'une espèce de vache à une autre. Les cycles de repousse pour avoir de l'herbe à peu près longue sont en moyenne autour de 90 jours. Donc, il faudra déjà un minimum de 30 champs, plus ou moins égaux en herbe, liés à un parcours permanent ou ce que j'appelle une veine centrale. C'est ici dans la veine centrale où les vaches trouvent leur abri, le point d'eau et de l'espace pour courir ensemble. Toutes les parcelles de pâture doivent être liées à ce veine et ce format, inspiré artistiquement d'une feuille, permet le changement du pâture avec la simple ouverture d'une portail et la fermeture d'une autre. Fini le travail de stresser des animaux en les gueulant dessus pour les bouger d'un coin du village à l'autre. Les vaches sont toujours chez elles, c'est juste accès à la parcelle comestible, là où elles mangent, qui change. Ainsi, nos vaches sont tranquilles et on va aller manger en cycle de 3 jours par parcelle. Et en principe, si nous calculons bien le niveau de la population des vaches, nous avons assez d'herbe pour les nourrir toute l'année et pas grand-chose à faire. Mais il y a le rythme des saisons à prendre en compte aussi. Il va y avoir des jours de non-pousse successifs en hiver, donc il va y avoir un manque d'herbe par moment. Alors ce manque est gentiment équilibré par les jours de croissance rapide et folle venus tous les printemps. Donc nous ferons au début d'été des réserves de biomasse excédentaire pour nous aider à traverser la période maigre et on appelle ça tout simplement faire du foin. Alors le foin fabriqué sans pétrole a beaucoup plus de valeur, croyez-moi, que pour celui qui l'a fait. Et aussi, curieusement, elle a beaucoup plus de valeur nutritivement pour les vaches. Maintenant, nous allons rentrer un tout petit peu dans la multifonctionnalité de notre design. Le travail du fauche est beaucoup plus facile dans la tête du faucheur si le parcelle à faucher est petit. Et avec ce genre d'infrastructure, nous allons aussi minimiser gravement le besoin de foin par rapport aux pratiques tractocentriques. Notre foin va être réservé uniquement pour les jours de non-pousse successives ou les jours où l'herbe est sous la neige ou fortement gelée. Je trouve ça prudent que le pattern aura du rab aussi, d'avoir de flexibilité et de la résilience. Je serais beaucoup plus tranquille si j'avais 36 parcelles de pâture au lieu d'avoir 30. Pendant l'hiver, le parcelle comestible peut être changé très facilement tous les jours ou tous les 2 jours selon la croissance d'herbe. Bouger les vaches d'un côté du village à l'autre, c'est un chantier qui est long, qui est pénible, il fait froid, surtout en hiver, et ça exige d'être au moins 3 personnes pour travailler ensemble. Du coup, nos éleveurs ici laissent leurs vaches dans le bout en hiver et ils décident de leur apporter beaucoup trop de foin, car le foin, pour eux, est pas cher d'effort, car ils l'ont fait assis dans le tracteur avec du gasoil. Et aussi, il faut dire qu'en hiver, il fait plus chaud dans son tracteur et on peut écouter Radio Énergie pendant qu'on gaspille inutilement la même chose. Si tous ces micro-champs sont délimités par des haies végétaux, nous allons avoir aussi une surface de pâture verticale. Les vaches mangent très bien les feuilles de noisetier, mais aussi elles aiment bien brouter du sol, qui est un anti-inflammatoire et qui les aide à se maintenir en bonne santé. En plus, bien sûr, dans une haie végétale, il y a possibilité d'inclure des arbres fruitiers, production de noisettes, bois de chauffage pour les poêles de masse roquette, plantes médicinaux à gogo, sans parler d'habitat pour les oiseaux et des insectes pour stabiliser l'écosystème. Il est estimé qu'en Angleterre, au XIXe siècle, il y avait plus de 100 000 familles qui se ressourçaient dans les haies pour vivre. Puis, bien sûr, grâce à ces haies, il va y avoir de l'ombre pour les vaches et des coupe-vents pour les vaches pour augmenter le confort pendant les événements climatiques extrêmes. Les racines de tous ces arbres vont aider davantage à faire entrer l'eau vers les nappes phréatiques, construire davantage du sol à la surface, et nous découplons maintenant notre puissance de remettre de l'eau et du CO2 dans le sol et commence à retrouver un climat stable. Et maintenant, on peut commencer à penser à nous.